Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au Théâtre 14, bienvenue à l'Université populaire du Théâtre 14 et bienvenue à ce partenariat entre nos deux structures sur la scène du Théâtre 14 et sur les réseaux sociaux du Théâtre 14. Parce qu'effectivement, vous pouvez nous suivre en live sur YouTube, sur Facebook et retrouver toutes ces conférences sur la chaîne YouTube du Théâtre 14, juste à l'issue de la présentation. On a beaucoup dit Théâtre 14. Vous pouvez voir que le décor n'a rien à voir avec le foot. Il s'agit du décor d'Herculine Barbin que nous jouons jusqu'à début décembre. Et d'ailleurs, vous pouvez, dès 16h, retrouver la représentation. Vous pouvez enchaîner entre les deux. On va essayer de faire quoi parce qu'on a un petit peu de retard et on donne tout de suite la parole à l'Université populaire du 14e. Ok, merci. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui, on va parler de l'argent du foot. Ah, comment ça? Oui, voilà. Non, j'ai pas l'habitude d'être sur scène. Donc, on va parler aujourd'hui de l'argent du foot. La semaine dernière, on a fait, Marion Fontaine nous a fait une vaste rétrospective de l'évolution dans la pratique du football depuis sa naissance en Angleterre parmi les élites des grandes écoles en passant par la professionnalisation et surtout en arrivant à une période un peu plus récente, des années 80-90, où le football devient un spectacle d'abord. Peut-être il était déjà un peu avant, mais là, avec le rôle de la télévision, il est un peu plus, et où l'enjeu financier devient un enjeu important. Et c'est pour ça que nous avons décidé de consacrer une séance entière à l'argent du foot. L'argent du foot, c'est aussi le livre, c'est aussi le titre du livre que notre invité aujourd'hui a donné à un livre qu'il a coécrit. Le co-auteur est quelque part dans la scène. Il est là-bas. Qui a été publié en 2018, je crois. Non, la dernière version vient de ressortir le 16 septembre. Voilà. Bah, désolé. Alors, Richard Duhautois est économiste. Il s'intéresse au marché de l'emploi, mais pas uniquement de l'emploi des footballeurs. Il a une vision un peu plus large du marché de l'emploi. Mais je lui laisse. Alors, il travaille au CNAM. Il est chercheur au CNAM, voilà, mais je le laisse donner plus de détails éventuellement pour qu'il se présente. Merci. Merci. On vous laisse même la scène en entier. Ouais. Merci beaucoup. Oui, donc voilà, je suis économiste, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers. Et en effet, ma spécialité, entre guillemets, à la base, c'est l'économie du travail. Mais depuis un certain temps, en effet, je travaille que sur le foot, notamment avec mon co-auteur Lucas Rondel. Voilà, alors je vais vous présenter... alors je ne vais pas vous présenter le livre, pas du tout. Je vais me concentrer surtout sur les joueurs. Voilà. Je vais faire quelques préambules pour vous décrire un petit peu l'évolution de l'argent dans le football depuis une trentaine d'années. Mais c'est surtout, évidemment, je pense que ce qui vous intéresse, c'est le salaire, le marché du travail des footballeurs, la concurrence qui existe pour devenir footballeur, de la formation au métier. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié dans l'introduction. Voilà. Donc je vais faire le lien avec la présentation précédente et je vais vous parler un petit peu d'histoire. Donc il y a un sociologue anglais qui s'appelle Richard Giulianotti qui distingue 4 périodes dans l'histoire du football. Alors la première période, c'est la période traditionnelle qui va de la naissance du football et de ses règles au XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est cette période est surtout caractérisée. Alors, donc cette période traditionnelle, hein, donc il va de la naissance des règles à la fin du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qui est surtout caractérisée par l'organisation des compétitions nationales. Voilà, alors
si ça vous intéresse, je sais qu'il y a très peu d'historiens français qui travaillent finalement sur cette période. Je vous conseille un bouquin d'un historien anglais qui s'appelle Tony Collins et qui retrace toute l'histoire des footballs, parce qu'en fait, le football, le rugby, le football américain viennent tous du même sport, et je pense que Marion Fontaine a dû en parler, qui est née dans les public schools anglaises. Mais ce bouquin est super intéressant parce qu'il voit comment tous les footballs se sont séparés à un moment donné, à la fin du 19e siècle, et notamment comment les règles se sont instaurées dans les différents pays. Par exemple, pourquoi le football américain il joue à 11 et pas à 15 comme le rugby, et donc c'est vraiment super intéressant. Voilà. C'était juste un petit aparté là-dessus. Ensuite, le sociologue anglais Richard Gianalotti distingue donc une deuxième période qui s'appelle la modernité précoce. Donc cette période couvre la période de l'entre-deux-guerres et voit surtout l'introduction du professionnalisme en France, mais dans tous les pays où le football commençait à être très important. Donc surtout en Europe de l'Ouest et puis en Amérique du Sud. Donc cette période est marquée par l'évolution de la pratique, donc aussi quelques changements de règles, comme une modification du hors-jeu par exemple en 1925. Et elle passe de la pratique des aristocrates notamment vers évidemment les classes populaires. Ce qui explique évidemment le professionnalisme, puisque évidemment les ouvriers pour jouer ont eu besoin d'être payés. Voilà, juste un autre truc, c'est que le premier championnat professionnel de foot, c'est en Angleterre en 1888, et donc en 1893 en Écosse, et puis après donc il a fallu attendre une trentaine d'années pour que les autres championnats se professionnalisent. Ensuite, la troisième période qui distingue ce qu'il appelle la modernité tardive, donc qui va de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80. Donc les années 80 sont surtout marquées par les premières diffusions des matchs de championnat en direct. Et donc en France c'est en 84, en Angleterre c'est en 83, donc vous voyez c'est pas si lointain que ça. Avant c'était essentiellement les matchs de l'équipe de France, des équipes nationales, et évidemment les grands matchs européens dans les années 70. La quatrième période, c'est ce qu'il appelle la période postmoderne, donc qui débute à partir du début des années 90. Et donc l'économie du football connaît alors une forte croissance, c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer. Et mon co-auteur a trouvé un super nom, c'est les 30 Glorieuses du football. Voilà. Donc la période postmoderne, elle se caractérise vraiment par différents événements. Donc l'arrêt Bosman, donc, qui a introduit la libéralisation de la mobilité des footballeurs. Alors juste aussi, en fait, l'arrêt Bosman a permis la mobilité internationale des footballeurs, mais évidemment, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans les années 70, vous savez, les footballeurs, depuis le professionnalisme en 1932 en France, ils avaient ce qu'on appelle des contrats à vie. C'est pas qu'il n'y avait pas de mobilité, c'est que c'est les clubs qui décidaient. Et donc, dans les années 60, ils ont commencé à protester, il y a eu la création du NFP en 61, et puis ils ont fait une grève, donc au début des années 70, pour pouvoir être libres de bouger où ils voulaient. Mais donc évidemment cette grève a abouti sur la charte du football professionnel en 1973 et les footballeurs ont eu a priori la possibilité de bouger. Mais en fait il y a eu beaucoup moins de mobilité parce qu'il y avait beaucoup moins d'argent à cette époque. Donc ce que je voulais dire c'est que l'arrêt Bosman a permis évidemment la mobilité des footballeurs, mais évidemment ce qui a permis aussi à ce que les footballeurs bougent, c'est l'augmentation des droits TV. Donc les droits de retransmission ont fortement augmenté, donc ce qui a permis évidemment au club d'avoir de l'argent et de faire venir les joueurs. Voilà, donc c'est vraiment ces deux événements concomitants qui font que... C'est un arrêt de la Cour européenne. Ouais, exactement. Voilà. Alors, moi on dit toujours l'arrêt Bosman, mais après derrière, il y a d'autres, en fait, il y a les accords de Cotonou en 2001 qui ont permis aussi, vous savez, de faire venir des joueurs, notamment des pays africains, parce qu'il y a des accords avec l'Union européenne, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que, bon, déjà, je serais incapable de bien détailler, mais voilà, c'est assez complexe, en fait.
Donc là, voilà, il y a eu l'envolée des droits TV, qui est très importante évidemment pour faire bouger les joueurs. Et récemment, aussi pour les grands clubs européens, disons les 10 plus grands, une envolée des contrats de sponsoring. Voilà, mais je reviendrai peut-être dessus après. Donc le troisième événement, c'est évidemment le rachat des clubs par des milliardaires et par des États. Donc vous êtes au courant. Et donc ce qui s'est passé, c'est une augmentation des inégalités de revenus entre les clubs et aussi entre les joueurs, entre les championnats, etc. Donc je vais surtout me concentrer un petit peu là-dessus au départ. Voilà. Alors, dans notre bouquin, voilà, nous, notre thèse, c'est qu'on est au début d'une nouvelle ère. Alors, on l'a appelée l'hypermodernité, voilà, postmodernité, hypermodernité. Et c'est caractérisé par quatre éléments. Donc, les inégalités économiques importantes, donc comme je disais, entre clubs, entre championnats, qui ont des conséquences à la fois dans les championnats domestiques et évidemment dans les compétitions européennes. Donc, en effet, c'est dominé maintenant par quelques clubs. Voilà. Le deuxième élément, c'est l'arrivée de nouveaux types d'investisseurs et la multipropriété des clubs qui se développe. Donc, la multipropriété de clubs, c'est des groupes qui détiennent différents clubs. Voilà. Et les nouveaux types d'investisseurs, évidemment, je reviendrai peut-être aussi un petit peu dessus, c'est évidemment les fonds de pension américains. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure pour vous expliquer finalement pourquoi les fonds de pension maintenant arrivent dans le foot. La stratégie de mondialisation, évidemment, qui commence énormément. Alors ça va avec les contrats de sponsoring, ça veut dire que finalement les grands clubs européens maintenant, en fait, leur budget, il est rééquilibré, on appelle ça un tiers, un tiers, un tiers. Ça veut dire que les droits TV, finalement, dans la plupart des clubs, des 5 grands championnats, c'est autour de 60-70%, donc très important quand même. Mais pour les gros clubs, en fait, ils ont rééquilibré leur budget en faisant 30% de droits TV, 30% de sponsoring et 30% de billetterie. Donc, même si les montants sont évidemment très élevés, mais en fait, la mondialisation et notamment le sponsoring en Asie et en Amérique du Nord, c'est très important. Et puis enfin, le dernier fait, c'est que évidemment, il y a le changement de diffusion et il y a de nouveaux diffuseurs et des nouveaux supports pour regarder les matchs qui arrivent, et notamment avec les GAFAM. Voilà. Donc je vais surtout me concentrer sur la première partie, sur les inégalités économiques. Mais avant, voilà, je vais d'abord vous faire un petit préambule sur quelques faits, mais vraiment très peu sur l'économie du football dans son ensemble. Et après, je vais me concentrer sur la croissance des inégalités, donc entre clubs, entre championnats, entre joueurs. Je vais vous présenter un petit peu quelques faits sur le marché du travail des footballeurs. Et puis, on va se poser la question, finalement, sur est-ce que les footballeurs méritent leur salaire. Voilà. Donc, vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça de conclure. Donc, alors, le premier préambule, c'est voilà, c'est la forte croissance, en effet, de l'économie du football. Donc voilà, là, c'est un graphe pour la Ligue 1, mais c'est pareil pour les autres grands championnats. Donc vous voyez, entre 71 et 2020, c'est le budget total des clubs de Ligue 1, donc et de D1 avant, depuis 71. Donc c'était 5,7 millions d'euros en 71, et juste avant la pandémie, c'est passé à 1,9 milliard. Donc on voit sur les graphiques, et vous voyez en fait la rupture, elle se passe dans les années 90. Donc entre 91 et 2001, c'est multiplié par 6. Voilà. Hop. Donc le deuxième préambule, c'est que s'il y a une croissance des budgets de Ligue 1, et donc ça concerne, encore une fois, j'espère être assez clair, que les 5 grands championnats, parce que vous verrez tout à l'heure que ça représente une grosse partie finalement de l'argent du football. Donc ce qui est quand même assez important, c'est que de voir, si on prend ce graphique donc, depuis 1995, c'est le budget des clubs de Ligue 1, en haut la courbe qui monte, et le budget des clubs de Ligue 2, donc de la deuxième division, en bas. Et donc vous voyez, ce qui se passe aussi, c'est que dans l'argent du football, c'est surtout les premières divisions qui évoluent fortement. Ça veut dire que
finalement, c'est surtout les clubs de l'élite qui profitent de l'argent et de la forte croissance du football. Donc, là, c'est exactement, c'est les budgets des clubs pour les 5 grands championnats. Et donc, vous voyez la croissance. Alors, c'est un peu, comment dire, c'est un peu écrasé à cause de la première ligue anglaise qui est là-bas, mais vous avez des chocs très importants. Et vous voyez le budget des clubs de première ligue, donc le championnat anglais, qui à partir de 2013 explose, quoi, en fait. Et aujourd'hui, c'est à peu près, si on compte tous, c'est 6 milliards d'euros. Voilà. Alors le financement, j'en parlais, donc ça c'est les budgets des clubs, mais comment se financent les clubs? Donc en gros, hein, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, les droits TV, la billetterie et le sponsoring. Alors là, il y a autres produits, mais bon, c'est un petit peu l'apport d'argent dans les clubs, notamment par exemple en rouge, vous voyez, là il y a un petit choc, c'est en effet le QSI, le propriétaire du Paris Saint-Germain, qui a introduit de l'argent. Mais en gros, si on extrait un petit peu ces autres produits, il faut penser que le football se finance avec les droits TV, avec le sponsoring et le merchandising et la billetterie. D'accord? Donc, la plupart des clubs moyens des 5 grands championnats, c'est essentiellement des droits TV. D'accord. Par exemple, en France, la billetterie, c'est simplement 10% aujourd'hui, alors que c'était 90% au début des années 70. Et puis, à peu près 30% du reste. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure aussi, c'est que les grands clubs, eux, par contre, ont changé un petit peu de régime. Les 10 plus grands clubs européens, maintenant, ils ont réussi à équilibrer leur budget et se diversifier. Alors, là, je reviens sur finalement ce que je disais sur pourquoi les nouveaux investisseurs américains arrivent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le foot, depuis la fin du 19e siècle, ça n'a jamais été une activité rentable. Donc les propriétaires n'ont jamais gagné d'argent avec le football. D'accord ? Et donc on le voit. Donc là vous avez 2 graphes. À gauche c'est la Ligue 1. Et puis, à droite, c'est la première ligue, le championnat anglais. Donc, là, c'est 2 modèles complètement différents. Donc, vous voyez, c'est surtout la courbe en vert pour le graphique pour la Ligue 1, c'est le résultat net. Donc, vous voyez, en gros, c'est toujours à l'équilibre. Ah oui. Voilà. Donc, là, en vert, oui, c'est vrai. Donc en vert, vous avez en fait le résultat net, c'est-à-dire en fait ce qu'a à la fin les clubs. Et vous voyez, c'est autour de 0, d'accord? Et en gros, le foot, depuis la fin du 19e siècle, c'est toujours autour de 0. Donc là, ce que je veux dire, c'est que ces 2 modèles, c'est parce que la Ligue 1, elle se finance, du moins, elle vend des joueurs. Donc vous avez le résultat des mutations, d'accord? Et puis là, c'est les résultats après mutation. Et pour les clubs anglais, c'est l'inverse. Donc ils ont de l'argent, mais ils achètent beaucoup de joueurs, donc après, ils se retrouvent à l'équilibre. Donc en fait, bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, le foot n'a jamais été une activité rentable jusqu'à récemment. Et c'est pour ça que les investisseurs américains arrivent. Ils anticipent, en fait, finalement. Du moins, ça change un petit peu en première ligue. Ils commencent à faire des profits depuis le milieu des années 2010. Et donc, ils anticipent un petit peu les profits éventuels. Alors, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc là, vous voyez, en fait, c'est juste pour vous montrer cette relation. Ça veut dire que là, vous avez en ordonnée les bénéfices et puis en abscisse le classement. D'accord ? Et donc, vous voyez que, en fait, quel que soit le niveau de l'équipe, vous n'avez aucune relation entre les bénéfices et le classement. Ça veut dire que quel que soit le club, finalement, vous ne faites pas de bénéfices, que vous soyez riche ou pas riche. D'accord ? Donc la relation est très stable. Et par contre, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Il y a toujours une relation positive entre le budget
et la performance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes riche ou pas riche, vous ne faites pas de bénéfices, mais par contre, si vous êtes riche, vous gagnez beaucoup plus que les autres. Voilà, c'est ça, l'histoire. C'est clair ou pas? Non, c'est pas clair. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous soyez riche ou pas riche, vous ne faites pas de bénéfices, d'accord? Mais par contre, le fait d'être riche, ça vous permet d'acheter les meilleurs joueurs et de gagner. En gros, c'est ça le truc. De gagner les matchs, oui. Pas de gagner de l'argent. Oui, oui. Ah, oui. Donc, c'est pour ça que, en fait, il y a eu une entrée des fonds d'investissement et des propriétaires de franchises américaines qui arrivent, puisque dans les systèmes américains, en fait, c'est des ligues fermées, d'accord? Donc les ligues fermées, c'est qu'il n'y a pas de promotion et relégation, d'accord? Contrairement aux championnats européens, où vous avez une hiérarchie et les équipes qui finissent première du deuxième niveau montent dans le deuxième niveau, alors qu'aux États-Unis, c'est des ligues fermées, c'est toujours les mêmes équipes qui jouent. Et donc, ils essayent un petit peu de rééquilibrer l'équilibre compétitif grâce à deux mécanismes. Le salary cap, donc le plafond salarial, et puis ce qu'on appelle la draft, quand ils vont chercher les joueurs dans les championnats universitaires. C'est-à-dire que l'équipe qui a fini dernier la saison précédente, elle choisit en priorité les meilleurs joueurs pour pouvoir rééquilibrer l'année suivante. Donc ces mécanismes permettent de redistribuer les cartes, en quelque sorte. Et permettent aussi un truc très important, c'est finalement aux propriétaires des franchises américaines de diminuer la masse salariale en faisant le salary cap, et donc de capter une partie de la rente. Ouais. Je pose la question maintenant, mais Ouais. vous pouvez répondre plus tard si vous voulez. Est-ce que vous voyez possiblement un lien entre l'initiative d'un certain nombre de clubs européens pour créer justement un championnat européen fermé et le début d'arrivée et potentiellement plus d'arrivée de ces investisseurs américains? Alors, Et donc du fait d'utiliser des ligues fermées. voilà. Donc en fait, voilà une de nos thèses qu'on suppose en fait dans le livre, c'est qu'à long terme, la ligue fermée, elle est presque inévitable. Alors je vous donne un petit exemple. Hein. Le football américain, donc pas le soccer, hein, le football américain, en fait les droits TV, du moins c'est à peu près 10 milliards de dollars. Vous voyez, la Ligue des Champions, si j'ai en tête, ça doit être à peu près, ils distribuent quand même une grosse somme, mais ça doit être 6 milliards, c'est ça? Non, 3 milliards. Donc, c'est mon co-auteur qui m'a soufflé. Et donc, ce qui se passe, c'est que, imaginez le sport le plus populaire de la planète, le foot, avec les meilleures équipes, donc dans une ligue fermée, et la manne financière que ça serait. Donc, finalement, on pense qu'à un moment donné, ça va être inévitable, mais par contre, ce qui serait bien, c'est que ça soit fait sous l'égide de l'UEFA pour pas que les règles soient modifiées comme Pérez voulait faire il y a quelques temps en changeant les règles, en disant un peu n'importe quoi, etc. Voilà. Mais c'est vrai que, à mon avis, les fonds de pension qui rentrent dedans, non seulement ils savent qu'ils peuvent faire un peu plus de profit aujourd'hui qu'avant, mais en plus, je pense qu'ils anticipent en effet cette création de la Super League. Et donc vous voyez, hein, quand on regarde, j'ai pas fait le graphique, mais si on regarde depuis 2017, les fonds de pension américains ou les propriétaires de franchises, ils sont passés de 5 à 25 dans les grands championnats européens. Et il y a une autre stratégie derrière, c'est aussi se développer en acquérant plusieurs clubs. Alors là c'est pareil, hein, c'est passé de 16 en 2016 à 68 en 2022. Donc en fait, bon, il y a un intérêt financier à se diversifier, à avoir plusieurs clubs, mais il y a aussi un intérêt sportif. Ça veut dire que quand vous achetez un joueur, par exemple un jeune joueur, vous pouvez l'envoyer dans un club un peu moins prestigieux pour qu'il se forme pendant quelques années et puis le récupérer. Donc il y a, bon, voilà, ça crée aussi des problèmes de concurrence entre les équipes. Bon, je pense que l'UEFA aussi, même s'ils ont commencé à légiférer là-dessus, ils vont être obligés aussi de légiférer encore plus. Voilà. Il n'y a pas de questions là-dessus? Donc c'était un préambule sur l'économie du foot. J'aurais pu vous mettre plein de trucs, hein, mais voilà, c'était simplement pour que vous voyez un petit peu comment ça a évolué ces dernières années. Donc là, je vais me concentrer sur les inégalités. Donc,
Voilà, donc ce qui s'est passé pendant les 30 glorieuses du football, c'est une croissance des inégalités. Donc, inégalités entre championnats, entre clubs et entre footballeurs. Donc, entre championnats, voilà. Donc, les inégalités ont fortement augmenté au sein du Big Five, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le Big Five, c'est les 5 grands championnats européens. Donc, Espagne, Italie, France, Allemagne et Angleterre. Voilà. Donc, là, c'est le même graphique que tout à l'heure. Donc, on voit au sein du Big Five, et notamment avec la croissance très très forte de la première ligue anglaise, mais aussi entre le reste du monde. Alors, si vous voulez, il y a 211 fédérations de foot, donc plus que de pays. Et en fait, les 5 grands championnats représentent une grosse partie de l'argent du football. Alors là, je vous donne simplement les chiffres pour l'Union européenne. Donc imaginez ce que ça fait par rapport au reste du monde. C'est que le budget du Big Five, c'est 65% des budgets des 55 fédérations européennes. Donc le reste, pour les 50 autres, c'est 15% simplement du budget total et 10% pour les autres, les deuxième, troisième divisions des grands championnats. Donc si on cumule, c'est 75% concentré sur les 5 championnats. D'accord ? Donc l'argent du football, il est concentré vraiment sur ces championnats-là. Et évidemment, on a l'impression qu'il y a de l'argent du football partout, mais en fait, c'est essentiellement finalement localisé sur nous. Et voilà. Et après, je parlerai des transferts aussi. Donc entre clubs, il y a aussi des inégalités donc entre championnats, vous voyez, ça s'est fortement creusé. Et maintenant, il y a des inégalités aussi entre clubs au sein de chaque championnat. Donc là, par exemple, c'est la répartition des droits TV domestiques. D'accord ? Je reviendrai dessus sur comment ça se passe les droits de diffusion. Mais vous avez donc ici les montants distribués aux clubs en fin d'année des droits TV. Et puis vous avez le classement en abscisse. Donc en gros, en Angleterre, vous voyez, le premier il a 160 000. Et puis le dernier, il a à peu près 100 millions. Et j'ai eu 160 millions et 100 millions. Et donc vous voyez, c'est plutôt finalement assez équilibré. C'est-à-dire que c'est eux qui ont les plus gros montants, mais entre le premier et le dernier, finalement, il n'y a pas autant de différence. Si on regarde les autres championnats, donc là vous avez l'Italie, l'Allemagne et la France, on voit aussi une décroissance, mais qui s'est aussi un petit peu équilibrée. La seule différence, c'est l'Espagne, où les 3 premiers gagnent beaucoup plus que les autres, parce qu'en fait, ils ont changé récemment le mode de distribution des droits TV. Alors, je vais justement en parler. Alors, les droits TV se décomposent en deux composantes. Les droits domestiques, donc payés par les télés locales, du moins les télés du pays pour diffuser les matchs, et les droits internationaux. Donc les droits internationaux qui sont vendus aux télés étrangères. D'accord ? Alors un petit exemple, c'est maintenant je vous disais que le budget des clubs anglais c'est 6 milliards de dollars, 6 milliards d'euros, pardon. Et en fait, les droits internationaux sont plus élevés que les droits domestiques, parce que le monde entier achète les droits pour regarder les matchs anglais. Donc en France, par exemple, c'est une toute petite somme. Et c'est pour ça que l'arrivée des footballeurs très connus va avoir un effet, parce que la renégociation c'est en 2024, va avoir un effet sur les droits internationaux. Et c'est 80 millions maintenant, donc c'est rien, alors qu'en Angleterre c'est 3 milliards. Et donc l'arrivée des footballeurs stars du PSG va sans doute avoir un effet positif sur les droits TV internationaux. Et c'est vraiment l'enjeu actuellement, c'est de développer les droits internationaux. Donc la négociation, elle est collective, donc au niveau des ligues. C'est-à-dire que c'est les ligues qui font des appels d'offres pour avoir les droits TV, ou au niveau individuel. Alors c'est pour ça que l'Espagne, tout à l'heure, je vous ai montré, il y a une forte décroissance entre les premiers et puis les derniers, parce qu'ils ont changé récemment. Avant, c'était des négociations individuelles, donc chaque club négociait les droits TV. Donc quand vous avez une négociation individuelle, évidemment, les stars comme Barcelone, le Real de Madrid, et ils négocient tout.
et les autres n'ont rien. Et donc ça a changé au milieu des années 2010, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont quand même réussi à maintenir un certain niveau, mais en gros, la négociation collective permet quand même une meilleure redistribution. Voilà. Et donc c'est vrai que les ligues sont, étant donné la croissance de l'argent dans le foot, les ligues maintenant sont attachées quand même à redistribuer d'une façon plus équitable les droits TV. Alors la répartition dépend des pays bien sûr, mais en gros, une partie est distribuée égalitairement. Par exemple en France c'est 50% à peu près, qui est chaque club a le même montant. Il y a une partie qui dépend des résultats, et puis une autre partie qui dépend de la notoriété. Donc de la notoriété, c'est aussi, par exemple, quand vous passez le dimanche soir à la télé, vous gagnez plus que quand vous passez le samedi après-midi. Voilà. Et donc, il y a aussi évidemment, un autre effet dont on a parlé tout à l'heure qui fait qu'il y a une croissance des inégalités entre clubs, c'est la Ligue des Champions notamment. Donc, évidemment, la Ligue des Champions, c'est, vous voyez là, il y a des montants entre 2003 et 2012, c'est des moyennes, la moyenne par an que les clubs ont gagné. Donc vous voyez 2003-2012, Manchester United qui a gagné le plus, c'était 32 millions. Et aujourd'hui, là, entre 2013 et 2019, c'est l'équipe qui a gagné le plus, c'était la Juventus, c'était 80 millions en moyenne. Donc en fait, vous voyez, ça a été multiplié par 3 et puis ça continue d'augmenter. Donc d'où la question à un moment donné, c'est pour ça que les clubs savent très bien qu'une Super League, ça va encore leur rapporter beaucoup plus d'argent, donc et notamment les propriétaires. Et donc c'est pour ça que l'UEFA tente toujours de modifier la forme de la compétition, et la réforme de 2024 qui arrive, finalement, c'est encore un pas vers une Super League. Et donc, troisième inégalité, c'est évidemment l'inégalité entre les salaires des footballeurs. Alors, vous voyez là, ce graphe, c'est donc un petit histogramme qui est entre 2002 et 2019. C'est la part des salaires qu'ont les 10% les mieux payés. Donc en 2002, c'était 40%. Donc les 10% les mieux payés avaient 40% des salaires. Et aujourd'hui, du moins en 2019, c'est 54%. Donc il y a une forte croissance. En fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, les meilleurs joueurs sont de plus en plus bien payés. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est lié à l'économie des superstars. Voilà. Alors. Ah oui, j'ai oublié ce graphique très important. Donc, juste pour vous montrer un petit truc sur la croissance des salaires. Donc là, c'est un petit graphe entre 1950 et 2020. Donc, c'est le joueur le mieux payé au monde rapporté au SMIC français. Donc, vous voyez, dans les années 50, c'était tout petit, c'était proche de zéro, bon, même si l'échelle est écrasée. Et donc, à partir des années 90, vous voyez la courbe, comment elle est exponentielle? Ah, donc, vous voyez, même si c'est un peu écrasé, donc le joueur anglais, donc son salaire rapporté au SMIC français était autour de, bon, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être 10 ou 20. Et aujourd'hui, Lionel Messi, en fait, si on rapporte son salaire au SMIC français, c'est 5000 fois le SMIC français. Donc vous voyez qu'à partir des années 90, en effet, la courbe est complètement exponentielle. Voilà. Et donc cette courbe, on pourra la recommenter, puisque finalement, c'est exactement aussi la courbe, du moins, si on faisait la distribution des salaires. Donc au lieu de mettre les années là, on mettait en fait le niveau de salaire des joueurs, vous voyez, croissant, on aurait exactement un peu cette courbe. Voilà. Et donc c'est en fait l'économie des superstars qui est comme ça. Là, vous considérez uniquement les salaires ou le revenu global du joueur? Là-dessus, c'est non, c'est le revenu global. Voilà. Oui, parce que en fait, vous avez raison de souligner, c'est que les grands joueurs, ils ont une partie très importante aussi liée à leur activité de publicité et de sponsoring. Yeah. Le sponsoring via les clubs. Pardon? Si le sponsoring via les clubs,
reprend le PSG, le sponsoring du PSG par rapport à ses joueurs, c'est le salaire. Quand ils vendent les maillots des joueurs, Oui, mais oui. c'est le salaire. C'est Non. la même chose. Oui, non, mais c'est dans leur budget, ça. Voilà, et ça leur permet, en effet, de payer les joueurs, parce que plus le budget est grand, plus, en effet, on attire les joueurs. Mais là, les joueurs, ils ont aussi des contrats publicitaires, etc. Donc, et notamment, quand vous êtes connu, plus vous êtes connu, plus vous êtes un bon joueur, plus les contrats publicitaires sont importants. Donc, pour le foot, il y a une grosse partie, pour les stars, de rémunération liée à l'activité publicitaire. Par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas dans le football américain. Où la part, donc je pense qu'il y a des règles dans la Ligue de football américain, la part de publicité est très très faible. Pour les joueurs. Pour les joueurs. Valeur des spectacles. Ah oui, non, bien sûr. Alors, en effet, donc, les inégalités se creusent à cause de ce qu'on appelle l'économie des superstars. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est plus il y a d'argent, plus les meilleurs captent l'ensemble de la rente. D'accord? Donc, il y a deux thèses, du moins, j'allais dire qui s'opposent, mais ça ne s'oppose pas vraiment, mais il y a deux explications. Donc, il y a un économiste américain qui s'appelle Rosen qui dit que, donc vous voyez la courbe, je reviens juste derrière. Voilà. Donc, c'est une courbe convexe. D'accord? Et donc, il explique cette convexité de la courbe. Et donc, il appelle ça l'effet Pavarotti, ou ça s'appelle l'effet Pavarotti, ou the winner takes all. D'accord? Donc, la forte convexité du revenu en fonction du talent. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous avez des joueurs très très talentueux, c'est très peu substituable avec les autres joueurs. Donc, pour avoir ce joueur, on est prêt à payer des fortunes. D'accord? Donc, ça, c'est une des explications. Et puis, il y a une autre explication d'un autre économiste qui s'appelle Adler, donc, qui, lui, dit que c'est la popularité qui est une source de l'effet superstar. Donc, vous avez deux thèses qui s'opposent. En fait, le talent et la gloire. Dis-moi, je simplifie un petit peu, mais c'est comme ça. Et donc, il y a eu des tests empiriques avec des données. Et en gros, il y a des études qui montrent que, en effet, c'est surtout le talent, et puis d'autres, c'est la gloire et le talent. Voilà. Parce que c'est très difficile d'identifier finalement la part des deux. Voilà. Alors, là, maintenant que j'ai un petit peu expliqué qu'il y a très peu de joueurs. Du moins, j'espère que j'ai été assez clair pour que vous compreniez que finalement, il y a très peu de joueurs qui gagnent beaucoup et beaucoup qui ne gagnent pas autant que ça. Donc, je vais vous présenter le marché du travail. Et donc, ça vient vers finalement ce qu'on appelle la théorie de la segmentation du marché du travail. Donc, alors, nous, la théorie de la segmentation du marché du travail, c'est une vieille théorie des années 70, mais en fait, pour expliquer le marché du travail des footballeurs, au départ, on avait tendance à dire qu'il y avait deux segments. Évidemment, il y a toujours plein de segments, mais il y a deux segments. Il y a un segment primaire supérieur, donc où les joueurs sont peu nombreux, demandés par de nombreux clubs et donc en situation de monopole, d'accord, pour négocier leur salaire. Donc, il y a plein de clubs qui les demandent et eux, ils sont tout seuls. Et là, donc en gros, c'était un petit peu 5% des footballeurs. Et puis le reste, donc 95%, c'est plutôt ce qu'on appelle le segment secondaire. Et donc les joueurs sont très nombreux et demandés par peu de clubs. Donc ils sont en quasi-monopsone. Donc les salaires sont beaucoup plus modestes et les carrières très courtes. D'accord ? Alors nous, dans notre bouquin, ce qu'on dit maintenant, mais bon, c'est une hypothèse, hein, c'est qu'en fait, il y a trois segments maintenant. Il y a toujours ce segment secondaire avec la majeure partie des joueurs, et puis le segment primaire supérieur qui est décomposé en deux. Ça veut dire vous avez toujours les superstars, ceux qui jouent par exemple dans les grands clubs européens, qui font la Ligue des Champions, et vous avez les hyperstars. Les hyperstars qui sont très nombreux, qui sont allez, une dizaine, et qui gagnent des fortunes. Voilà. Et évidemment, la presse se concentre énormément sur ces hyperstars notamment et les superstars. Bon, c'est une thèse qu'on défend, mais bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein.
Alors, l'effet de la segmentation est très important, notamment sur la durée des carrières. D'accord ? Donc, sur une durée, la durée moyenne dans tous les sports collectifs, c'est à peu près entre 3 et 4 ans seulement. D'accord ? Il n'y a que des grands joueurs qui ont des carrières très très longues. Au plus haut niveau, hein, je parle. Voilà. Alors, il y a une étude d'un économiste allemand qui a étudié donc, la durée de carrière des footballeurs entre 1963 et 2003. Donc, en fait, le football allemand s'est professionnalisé très tard, en 1963. Et donc, il a 40 ans d'observation, et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de censure ni à gauche ni à droite, on a les carrières complètes des joueurs. Et donc, ce qu'il observe, c'est qu'il y a un tiers des joueurs qui a joué qu'une seule saison. Je reviendrai dessus, là, sur ce un tiers. Et seulement 1 sur 12 qui a joué 10 ans ou plus. D'accord ? La carrière d'un footballeur ne dure que 4 ans en moyenne, bon ça je l'ai dit, et 3,4 ans si on tient compte des interruptions. En Angleterre, il y a une autre étude qui montre que alors, le football professionnel en Angleterre, c'est les 4 premières divisions, contrairement aux autres pays où c'est les deux premières. La durée moyenne dans ces 4 divisions, c'est simplement 6 ans. Et puis 20% des joueurs au sein des 4 divisions changent chaque année. Donc je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que 20% de départ, 20% d'arrivée au sein des 4. Donc il y a 20% qui disparaissent. Et alors on avait fait une étude sur la France, donc à partir... Donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs, mais il y en avait 213, et notamment donc, entre 1998 et 2009. Et donc évidemment on n'avait pas l'ensemble des carrières, puisqu'on n'avait que 12 ans. Et donc on a quand même tenté d'estimer ces durées moyennes en prenant en compte les censures. Donc, et donc on avait observé que 25% des joueurs changent d'employeur chaque année. Donc 25% des joueurs qui changent de club. Entre 1998 et 2009, la durée de carrière, c'est aussi 4 ans, on avait observé, donc en prenant en compte les censures. Et il y a seulement 40% des footballeurs qui ont une carrière égale à 5 ans ou plus. Alors je vais vous montrer un graphique qui marche à tous les coups, mais alors, voilà. Donc ça c'est la distribution des durées de carrière. Alors, en Allemagne, donc l'étude dont je vous ai parlé, et pour la D1 féminine. D'accord ? Donc comme on travaille un peu sur le football féminin aussi, et il y a un site qui nous permet de récupérer les données sur le football féminin. Et donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà c'est quasiment identique, les durées de carrière. Et alors, après je vous dis un autre truc. Et donc vous voyez, un tiers des joueurs et des joueuses, que ce soit dans le championnat féminin ou dans le championnat allemand, qui ont simplement 1 an de carrière. Et alors, on a fait la même chose sur le football, le soccer aux États-Unis, donc la MLS, et on a exactement le même graphique aussi. Voilà. Alors, là maintenant, donc, je vous ai dit que finalement, il y avait très peu de joueurs qui gagnaient beaucoup. Il y a très peu de joueurs qui ont des carrières longues. Donc, je vais vous parler maintenant de la concurrence. Donc, non seulement c'est très difficile de rester sur le marché du travail du football, et notamment à haut niveau, et d'avoir un salaire d'hyperstar, mais il existe aussi une concurrence en amont, donc, que je vais vous décrire maintenant. Donc, je vais parler de concurrence, mais je vais détailler quelques concurrences différentes. Alors, la première concurrence, c'est la formation, et du moins le recrutement. Donc une concurrence entre jeunes joueurs. Alors, là je vais me lever aussi. Donc là, ce petit graphe, qu'est-ce que c'est? C'est comment, en fait, les jeunes footballeurs sont recrutés quand ils sont jeunes. D'accord? Donc là, vous avez, avant les U13, okay? Donc avant 12 ans. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez évidemment plein de clubs de foot en France. Il y en a 15 000. Et dans chaque club, tous les petits garçons, du moins beaucoup de petits garçons, jouent au foot et rêvent de devenir footballeurs. Et donc parmi ces jeunes footballeurs, il y a toujours des bons joueurs. Il y en a plein même, il y en a des tonnes et des tonnes. Et dans tous ces petits clubs, il y a toujours autour un club qui est un peu plus grand, qui recrute les meilleurs joueurs du coin. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que vous avez plein de petits clubs, et puis quand l'enfant grandit, il est recruté par le club phare.
du coin. Alors, c'est essentiellement en Île-de-France, parce que je connais particulièrement bien l'Île-de-France, mais ça se passe comme ça. Et les clubs professionnels viennent choisir les joueurs dans le club phare. Donc, vous voyez, il y a plein de jeunes joueurs déjà qui échappent au recrutement, alors qu'a priori, ils peuvent être bons. Et donc, je vous ai donné des statistiques. C'est qu'en U11, donc à l'âge de 10 ans, il y a 88 000 joueurs en France. D'accord ? En U13, donc, on leur fait signer, donc les clubs professionnels qui viennent recruter, ils recrutent à partir de 13 ans les jeunes joueurs et leur font signer des ANS, des accords de non-sollicitation. Ça veut dire que le joueur continue de rester dans ce club local phare en 4e et en 3e et il va dans le centre de formation à partir de la seconde souvent. Donc un accord de non-sollicitation, ça veut dire qu'à 13 ans, on dit que ce petit est bon, on lui fait signer ce petit accord, il reste dans son club local et après il va dans le centre de formation. Et donc accord de non-sollicitation, c'est pour pas qu'il aille ailleurs. Voilà. Et donc il faut avoir un centre de formation agréé pour faire ce genre de choses. Bon, je reviens aux petites statistiques. Donc 88 000 joueurs en U11, donc chaque année, d'accord, qui ont 10 ans. L'équipe de France U16, donc toujours si on prend la même génération, d'accord, ils sont 400 joueurs. Dans le championnat de France U16, pardon, ils sont 400 joueurs, donc sur les 88 000, 22 en équipe de France, simplement 40 deviendront pro, et entre 0 et 5 joueront en équipe de France. Donc vous voyez déjà la concurrence pour devenir footballeur est terrible, déjà même quand on est tout petit. Voilà, donc ça c'est la première concurrence auquel font face les footballeurs. Après, il y a une concurrence qu'on appelle culturelle. Donc, vous voyez, je vous ai le problème d'identification des joueurs. Parce que vous voyez, vous pouvez, même si vous êtes un super joueur, vous pouvez échapper au mode de recrutement. Et donc, il y en a qui récupèrent et d'autres pas du tout. Donc, le problème d'identification est quand même quelque chose de très important. Et donc, les sociologues anglais ont beaucoup travaillé dessus. Donc, je vous liste un petit peu les 4. Donc, il y a la structure des ligues chez les jeunes, d'accord ? Donc, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Les recruteurs des clubs professionnels proposent des joueurs en fonction des besoins, de la philosophie et de la culture foot du pays. Mais, évidemment, les recruteurs des clubs, en fait, ont toujours une vision très particulière du foot et recrutent toujours les mêmes joueurs. Donc, par exemple, en France, c'est vrai que, par exemple, les jeunes qui ont 13 ans, qui sont très physiques, très rapides, ont tendance à être recrutés au détriment des autres. Bon, ce qui fait un problème après à long terme pour les équipes nationales et les équipes de clubs. Et puis, c'est pas anodin, en fait, ces problèmes culturels, puisque, évidemment, les clubs choisissent également en fonction des potentiels transferts. Alors là, ça renvoie un peu à la division internationale du travail. En France, on va recruter, par exemple, des joueurs très rapides et très physiques, et puis les clubs les recrutent notamment pour les vendre. Et donc, c'est le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que la France, le modèle, c'est on forme des jeunes et on les vend pour équilibrer le budget. Donc ça, c'est un modèle qui finalement marche bien à court terme, mais à long terme, pour les performances sportives, on peut se poser des questions. Voilà. Et notamment, je dis sportives, mais puisque les performances sportives engendrent de l'argent sur les performances économiques aussi derrière. Voilà, et puis après, il y a la chance, mais ça, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le graphe. Donc il y a une autre concurrence aussi pour les jeunes, c'est évidemment la concurrence avec la scolarité. Donc il y a des études qui montrent, et notamment en Allemagne, puisque c'est assez intéressant, en fait, le système allemand scolaire, il permet un petit peu de voir comment les jeunes footballeurs choisissent leur orientation. Donc bon, je vais pas rentrer dessus, mais vous vous doutez bien que, en fait, si vous voulez devenir footballeur, évidemment, il faut se consacrer au foot toute sa vie. Et donc, c'est au détriment du système, du moins de la scolarité. Et même si les centres de formation font des efforts énormes pour former les
scolairement, les joueurs, évidemment, ils savent très bien, du moins inconsciemment, qu'il faut mieux, du moins, ils veulent devenir footballeurs et il faut à tout prix se concentrer sur le foot et la scolarité. Finalement, ils s'en foutent un peu. Voilà. Alors, et donc, une fois qu'on est footballeur, il y a d'autres concurrences, évidemment, qui arrivent. C'est la concurrence avec ses coéquipiers. Pour jouer au foot, et notamment aussi la concurrence avec les joueurs étrangers. Donc parce qu'on parle, là je vous ai parlé de la formation, donc c'est déjà très dur de rentrer dans un centre de formation, c'est très dur d'en sortir parce qu'il y a simplement 10% des joueurs qui rentrent dans les centres de formation qui deviennent footballeurs professionnels. Et puis, une fois qu'on est professionnel, même si on a réussi tout ça, donc à passer le recrutement du club local phare au centre de formation, vous avez après la concurrence avec les autres joueurs, et notamment avec les joueurs étrangers. Aujourd'hui, en France, il y a 50% de joueurs étrangers dans le championnat de France, et c'est beaucoup plus en Angleterre encore. Donc vous voyez, c'est en fait, finalement, la question, c'est pour ça que je vous ai dit ça, c'est on a parlé du salaire, du marché du travail, de quelques joueurs, de la formation qui est très difficile, du recrutement, et une fois formé, c'est encore plus difficile. Alors il y a un sociologue français qui raconte l'histoire dans un de ses livres, je le cite souvent, mais j'aime bien, qui s'appelle Frédéric Razérin, ça s'appelle Les footballeurs au travail. Et donc ils en ont fait une petite BD dans la collection Sociorama de Casterman, et donc par exemple il donne l'exemple d'un joueur qui a un contrat professionnel pendant un an, comme je vous ai montré sur le graphique, il y en a beaucoup, qui n'a pas fait un seul match de foot professionnel de sa vie. Donc voilà, ça crée des problèmes aussi sur finalement l'environnement des joueurs, et des jeunes joueurs, et qui ont vécu pour ça, et une fois que ça ne marche pas, c'est très très dur. Il y a de temps en temps dans la presse des exemples de joueurs qui n'arrivent pas à s'en sortir psychologiquement, et même qui vont plus loin. Et c'est pour ça que certains clubs maintenant font des cellules pour essayer de suivre les joueurs une fois qu'on s'en est débarrassé dans les centres de formation. Je pense à Crystal Palace en Angleterre qui ont fait ça récemment. Voilà. Alors, je vais finir sur un truc un peu rigolo. C'est, je vais vous parler, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'effet d'âge relatif. Donc en gros, qu'est-ce que c'est l'effet d'âge relatif? C'est la probabilité de devenir footballeur en fonction de son mois de naissance. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous êtes né au début de la catégorie d'âge, vous avez 2 fois plus de chances de devenir footballeur que quand vous êtes né à la fin de la catégorie. Et c'est vrai, et ça marche pour tous les sports collectifs concurrentiels. Les premiers à avoir travaillé sur cet effet, c'est des Canadiens sur le hockey sur glace. Et donc maintenant, il y a plein d'études. Hein. Mais en fait, je vais vous montrer un petit peu les résultats. Tous les sports collectifs concurrentiels chez les hommes, il y a cette probabilité qui marche à tous les coups. Donc pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a 3 effets. Vous voyez, c'est la relation entre, quand vous êtes jeune, en gros, c'est une relation entre le jeune plus âgé, les éducateurs, les parents. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 3 effets, donc qui sont notés. Là, c'est les petites flèches entre les éducateurs, les parents, les jeunes plus âgés, et puis l'effet d'âge relatif, qui a un effet aussi après sur le recrutement, évidemment. Donc, il y a l'effet Pygmalion, d'accord ? Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une prophétie autoréalisatrice qui améliore la performance du fait d'une croyance en sa réussite venant d'une autorité, donc les éducateurs, les parents. Vous avez l'effet Mathieu, donc c'est un mécanisme par lequel les plus favorisés tendent à accroître leur avantage sur les autres du fait qu'on leur donne plus. Il est là. Et puis il y a le 3e effet qui est où il est l'effet Galité. Alors je ne le vois plus. Voilà. Merde. Bon, j'arrive plus à le dire. Bon, en tout cas, il y a ce qui fait qu'il y a une probabilité beaucoup plus forte de devenir footballeur quand on est plus physique, plus mature, etc. Et je vous donne les statistiques. Donc vous voyez, donc ça c'est la Ligue 1 française. Et ça marche à tous les coups. Hein.
Là, c'est pour 2019-2020, mais vous pouvez faire ça sur toutes les années, tous les championnats, ça marche. Donc, quand vous êtes né au début de la catégorie, donc là, actuellement, c'est janvier, février, mars, vous avez 36%, du moins, il y a 36% de footballeurs qui sont nés au premier trimestre, contre seulement 16% au dernier trimestre. Et donc, on fait ça pour les filles, hop, et ça ne marche plus du tout. Non, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence chez les filles, et donc l'effet d'âge relatif ne marche pas du tout. Et puis, pour le soccer américain pour les filles, ça ne marche pas non plus, alors qu'il y a beaucoup de filles qui jouent au foot, mais elles sont, en fait, il y a beaucoup de petites filles qui jouent, mais après, elles s'arrêtent très très vite. Voilà. C'est fini. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? Ça marche ? Donc merci déjà. Et puis je voulais vous demander, donc c'est des carrières très courtes pour la majorité des joueurs, masculins, féminins, si j'ai bien compris d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font après? Et quand on parle de carrière courte, enfin, qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'est-ce qu'ils font après? Est-ce qu'ils s'orientent vers des métiers sportifs? Est-ce qu'ils s'orientent vers, je sais pas, vers autre chose qui n'a rien à voir? Est-ce qu'on le sait d'ailleurs? Et deuxièmement, toujours dans cette idée-là, à quel âge? C'est-à-dire que c'est des carrières courtes, mais est-ce qu'ils commencent par exemple à 18 et s'arrêtent à 19? Ou est-ce qu'ils commencent à 23 et s'arrêtent à 24? Parce que c'est pas la même chose après de se retrouver sur le marché du travail à 19 ans et à 24 ans. Enfin, je pense. Hein. Et puis voilà. Merci. Alors, sur ce que deviennent tous ces footballeurs, finalement, on n'en sait rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que, vous voyez, il y a 2 divisions professionnelles, donc qui est gérée par la Ligue de football professionnel, donc la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc eux, ils ont des contrats professionnels, et après, quand ils n'ont plus de contrat professionnel, finalement, on ne sait pas ce qu'ils viennent. Mais on avait un projet avec un sociologue sur travailler sur les divisions inférieures. Et donc, à partir de national, donc les clubs qui redescendent de Ligue 2 en national, ils restent professionnels pendant 2 ans s'ils ne remontent pas. Et après, ils redeviennent amateurs. Mais entre donc, le 3e niveau, le national 2, le national 3 et la régionale 1, donc, qui est le premier niveau au niveau régional, en fait, les joueurs peuvent avoir ce qu'on appelle des contrats fédéraux. Et les contrats fédéraux, c'est des contrats gérés par la Fédération française de football. Donc, ce n'est pas des contrats de footballeurs professionnels, mais c'est quand même des contrats de travail. Donc, il y a sans doute plein de joueurs qui vont aussi, en fait, dans ces divisions, où c'est des divisions où on peut plus ou moins vivre du football avec des tout petits salaires. C'est-à-dire qu'on a des primes de match, on a quand même, il y a quelques contrats fédéraux dans les clubs, donc qui peuvent être à temps complet ou à temps partiel. Et en fait, donc, ces joueurs-là sont payés une somme qui est fixée par la fédération. Donc eux, ils peuvent vivre un petit peu moyen. Et d'autres, en fait, qui sont dans ces divisions-là, peuvent être éducateurs du club, je sais pas, travailler en gros pour le club et avoir un petit salaire qui leur permet de vivre. Et donc, à mon avis, la plupart, mais on ne sait pas, hein, parce que vraiment on voulait faire ce projet, mais c'est très compliqué. À mon avis, il y a beaucoup de... Et donc ça vient sur votre deuxième question, c'est qu'évidemment, c'est des jeunes joueurs qui disparaissent. Parce qu'à partir d'un certain âge, déjà quand on est resté professionnel, déjà on a dépassé le seuil pour pouvoir avoir une carrière honorable. Mais voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est ça. Voilà. Merci pour cet exposé. Vous êtes économiste, je suis étonné que vous n'ayez pas parlé du pari sportif dans le football. C'est très important. Comme le constitue d'ailleurs la Société populaire pour la guerre des paris au Pays-Bas. Moi je voulais dire encore aujourd'hui que le foot est populaire dans la pratique sportive des paris. Bon, oui, peut-être. Mais une activité économique brasse le foot n'est plus du tout populaire. Donc il faudrait trouver un autre mot pour
que l'objectif populaire. Oui, moi je suis pas d'accord avec vous. Bon, alors pour les comment dire, pour les paris, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé dessus, donc bon voilà, je vais pas, je vais pas en parler, mais pour l'histoire populaire, du moins c'est votre point de vue. Moi je trouve que c'est très populaire, mais dans tous les sens du terme. Et je trouve que c'est populaire parce que, en effet, vous avez encore tous les petits garçons qui jouent au foot et maintenant beaucoup de petites filles. Et puis vous avez dans le monde, c'est un sport qui transcende les cultures, qui transcende les religions. Donc il y a très peu d'endroits au monde où finalement on ne joue pas au foot. Et ça s'explique facilement, non, puisque c'est un sport aléatoire. Donc en effet, ça attire, puisque c'est un sport à petit score. La meilleure équipe a une probabilité de gagner peut-être un peu plus forte, mais par rapport aux autres sports collectifs, quand même beaucoup plus faible. Et puis c'est un sport qui est finalement naturel. Moi je pense toujours au capitaine Haddock dans les 7 boules de cristal, quand quelqu'un lui fait une petite farce, là, et puis il cache une brique dans son chapeau. Son geste naturel, c'est de voir le chapeau et il shoot dedans. Donc voilà, c'est... Donc, voilà, je pense que c'est la seule chose que je peux vous dire. Moi. Voilà. Non, mais après, mais, bien sûr que si. C'est pas parce que. Et puis, l'argent, alors je ne l'ai pas dit ça, mais vous voyez, on parlait de l'évolution de l'argent dans le foot. En effet, il y a une forte croissance, les 30 glorieuses du football. Mais quand vous regardez ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente l'économie du football dans le PIB? C'est à peine 0,2% du PIB. Quand vous regardez toutes les ligues mondiales des professionnels, c'est de tout sport confondu, hein, c'est même pas 100 milliards de dollars. Donc en fait, en effet, il y a de l'argent, il y a de plus en plus d'argent, mais finalement, c'est pas non plus, quand vous regardez, je sais pas, le chiffre d'affaires d'AXA, c'est 50 fois plus que le chiffre d'affaires de la Ligue 1. Donc il y a un décalage entre l'idée qu'on s'en fait et évidemment sa popularité dans la presse qui donne toujours une image très particulière de quelques joueurs. Alors, je n'ai pas parlé des transferts, je ne me rappelle plus. Mais par exemple, on parle des transferts, d'accord, et du montant des transferts. Mais dans le monde entier, est-ce que vous savez combien il y a de transferts payants sur l'ensemble des mobilités internationales? C'est simplement 10%. Le reste, c'est 60% de joueurs libres, donc où il n'y a pas de transactions financières, et 20% de prêts. Alors, sur les prêts, il y a des transactions, il peut y avoir des transactions. Mais si vous voulez, la plupart des footballeurs donc, sont libres et sont échangés gratuitement. Alors, c'est vrai que dans le Big Five, dans les 5 grands championnats, c'est 30% de transferts payants. Mais si vous regardez le montant des transferts sur les transferts payants, donc le peu de transferts payants finalement qu'il y a, les transferts sont tous concentrés dans les 5 grands championnats, sinon c'est des prêts, et ils sont tous entre 0 et 5 millions. Et les transferts de plus de 5 millions, c'est vraiment upsilon. Voilà. Donc, vous pouvez, comment dire, en effet, vous concentrer que sur cette petite partie-là, mais il faut, à mon avis, regarder l'ensemble du marché du travail des footballeurs, l'ensemble du marché du football pour comprendre exactement ce qui se passe. Et donc, nous, on est concentré sur une toute petite partie. Bah après, voilà, c'est aussi intéressant, hein, mais il faut quand même avoir en tête que cette toute petite partie ne représente pas la majeure partie des footballeurs du monde entier, quoi, en fait. Oui. Dans quelle mesure est-ce que un professionnel du football, un joueur professionnel, est acteur dans le déroulement de sa carrière? On entend parler d'agents qui les entourent, qui négocient les contrats, etc. Et finalement, voilà, est-ce que le joueur lui-même, quelle est sa marge de manœuvre pour dérouler sa carrière? Est-ce que finalement il y a une espèce de système, il est pris dans un système qui décide pour lui, quoi, quelque part? Alors, il y a très peu d'études sur ce sujet. Je pense à Didier Demazière, qui est un sociologue, qui a fait un travail une fois qu'il nous a présenté sur les agents de joueurs, et donc il nous a raconté un petit peu des anecdotes, puisqu'il a été faire des interviews.
Donc, moi, c'est vraiment très difficile parce que ça semble très hétérogène, donc déjà. Mais en effet, d'après ce qu'il nous disait, moi j'ai un peu le souvenir qu'il disait que maintenant les agents de joueurs, en fait, géraient toute la carrière des joueurs. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient, sur les contrats, il y a plein de clauses, et puis ils s'occupent même de lui trouver un appart, de lui trouver des choses de la vie quotidienne. Mais en dehors de ça, je ne peux pas trop vous répondre parce qu'il n'y a pas du tout d'informations en fait, scientifiques là-dessus. Voilà. J'ai 3 questions. La première, c'est vous avez dit que les clubs ne faisaient pas de profit, etc. Mais est-ce que ça change? On n'a pas trop bien vu. Est-ce que maintenant ils font des profits? Ou est-ce que ces fonds d'investissement ils viennent parce qu'ils en attendent des profits pour plus tard? Parce qu'effectivement, avant, peut-être on ne gagnait pas d'argent, on gagnait de la popularité en président de club, ou peut-être la société qui investissait, hein, on gagnait aussi en popularité parce que le PDG de telle société, devenant président du club, il en avait une gratification symbolique, mais peut-être aussi pour sa propre société un certain nombre d'avantages. Donc maintenant, est-ce que les grands clubs professionnels vont vers une structure où vraiment il y aurait du profit? Sinon, pourquoi ces fonds investiraient? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que les petits clubs, les 15 000 dont vous parlez, il me semble qu'il y a un débat là-dessus, autre chose que des miettes de cet immense argent, même si au niveau de l'économie mondiale, c'est pas énorme, enfin au niveau du football, c'est énorme, c'est une croissance énorme. Donc est-ce que les grands clubs disent toujours oui, les petits clubs, grâce à ça, ramassent aussi beaucoup, etc. Donc ça, c'est le point de vue quantitatif par rapport à ces petits clubs, ces 15 000 clubs locaux. Et est-ce que ça change leur fonctionnement même? Est-ce que justement, est-ce que ces petits clubs ne tendent-ils pas de plus en plus, moi je parle d'expérience un petit peu, justement à ne plus penser qu'à fabriquer leur propre élite, hein, et de moins en moins à être un club amateur, voilà. Est-ce que ça ne change pas finalement toute la structure du football populaire, au sens du football des 15 000 clubs amateurs? Voilà. Ça c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, c'est que vous aviez dit au début de votre exposé sur les salaires, hyper salaires, les hyper stars. Et alors finalement, c'est quoi votre avis? On a vu qu'ils sont passés de 10 fois le SMIC à 5000 fois le SMIC. Alors vous pensez que c'est bien ou vous pensez que c'est pas bien? Au début, vous avez annoncé que voilà, là vous avez montré pourquoi ça fonctionne, mais est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien? Alors ça, c'est plus moral, plus citoyen, moins économiste. Alors, la première question, c'est sur les profits. Donc, en effet, depuis le milieu des années 2010, notamment les clubs anglais, commencent à faire des profits. Donc, c'est pour ça que les fonds privés américains viennent. Mais c'est la question qu'on a abordée tout à l'heure, c'est aussi parce qu'à mon avis, ils anticipent vraiment un changement de régime du football européen. Voilà, moi c'est un peu ce que je pense. C'est pour ça qu'ils arrivent à la fois parce qu'on commence à faire un peu de profit, mais en même temps parce qu'ils anticipent encore plus de profit. Mais bon, peut-être que finalement ça ne va pas du tout se passer, les fonds d'investissement vont s'en aller, et puis le foot va redevenir une activité, comment dire, à l'équilibre entre guillemets à long terme. Donc ça c'était la première question. La deuxième c'était sur quoi déjà? Sur les Ah oui. Alors, non, mais alors vous savez, en fait, il y a une règle depuis plusieurs années, c'est quand un jeune joueur est passé dans un club, lors de son premier transfert international, tous les clubs entre U12 et U23, je crois, touchent, comment dire, des petites commissions. Donc il y a eu cette règle qui a été faite justement pour que les clubs formateurs en récupèrent une partie de
de l'argent. Donc, en effet, ils récupèrent des miettes. Pour un petit club amateur, je pense au transfert de Paul Pogba, parce que le club qui a touché l'argent, c'était un club dans lequel un de mes enfants jouait. Donc ils étaient super contents, hein, même si c'était, comment dire... Non, non, c'est en fait tous les clubs par lesquels est passé le joueur. Et donc ça me permettra de répondre à la question d'après. Mais aussi, en effet, après c'est redistribué, il y a des montants qui sont redistribués au football amateur, notamment par la FFF, mais bon, en effet, je pense que c'est peut-être qu'on pourrait faire des choses un peu plus, comment dire, un peu plus grandes, du moins avoir un peu plus, redistribuer un peu plus l'argent. Et en fait, bon, je l'ai pas dit, mais finalement, c'est ça aussi, quand on parle de croissance des inégalités, derrière, on a quand même l'idée que s'il y a quelque chose que le foot doit faire, avec cette croissance de toutes les inégalités, c'est évidemment de redistribuer. Voilà. Donc ça, on est persuadé que c'est évidemment là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. Après, alors, non, et puis alors, je voulais dire aussi sur les clubs amateurs. Alors, vous avez raison sur un point, c'est pas sur les 15 000 clubs. Mais vous savez, le club local phare dont je vous ai parlé, celui qui recrute un petit peu les joueurs, dans lequel les centres de formation vont chercher, puisqu'ils ne vont pas chercher les joueurs dans tous les clubs, hein, puisque c'est impossible, c'est pour ça qu'ils vont dans les clubs un petit peu phares. En effet, je pense qu'il y a un problème, c'est que ces clubs-là, je pense qu'ils sont un peu focalisés sur le fait qu'on recrute leurs joueurs. Voilà. Ça, sans doute, c'est un problème pour le foot amateur. Mais la plupart des autres, donc quand même la majorité, je pense qu'ils ne pensent pas du tout à ça. Hein. Ils pensent à leurs équipes de jeunes, et ils ont envie qu'ils s'amusent, voilà, et pourquoi pas former un bon joueur. Alors, sur ce que je pense... non, moi, j'ai pas comment dire, de jugement moral sur le salaire des gens d'une façon générale. Mais là, je voudrais juste vous répondre à un truc d'économiste à moitié. Donc, vous voyez, en fait, le partage de la rente en économie, c'est le partage entre le profit et les salaires. D'accord ? En gros, je simplifie. Et bien, le foot, c'est la seule activité où la rente est captée par les salariés. Alors, c'est très peu de salariés, hein, c'est les hyperstars, mais n'empêche qu'ils ont un pouvoir de négociation énorme. Et comme disait l'économiste Daniel Cohen, c'est la seule activité où des petits jeunes de banlieue raquettent des milliardaires. Donc voilà, je peux vous répondre mieux comme ça. Oui, je voulais vous demander quelque chose sur quoi vous n'avez pas fait d'études, mais que vous me donniez votre sentiment quand même. Vous avez plusieurs fois mentionné les sports collectifs en général. Et est-ce que vous pensez que ce processus de marchandisation et de rentabilisation affecte tous les sports collectifs comme le football? Parce qu'on voit ce qui se passe dans le rugby actuellement avec la professionnalisation. Je ne pense pas que ce soit quand même du même niveau. Il n'y a pas de fonds de pension américains qui rachètent encore des clubs de rugby. Est-ce que c'est général? Alors, en fait, par exemple aux États-Unis, sur les 4 gros sports, c'est général. Hein. C'est comme je le disais tout à l'heure, le football américain, les budgets sont énormes. Le hockey sur glace, le baseball, et puis le basket. Donc certains joueurs ont des salaires encore plus élevés que les footballeurs. Donc si vous voulez, en effet, historiquement, de toute façon, la marchandisation est très présente aux États-Unis. Après, c'est vrai qu'en Europe occidentale, on a l'impression qu'on est focalisé sur le foot, ce qui est vrai de toute façon, puisque c'est une des rares activités sportives où il y a autant d'argent. Mais après, moi, les autres sports, honnêtement, je ne les connais pas très très bien, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a même des sports, je crois, comme le volley, qui n'ont même pas un seul centime de droit TV, etc. Donc, il y a un processus de professionnalisation dans le rugby actuel qui ne correspond pas tout à fait à une entrée de capital. Non, mais c'est vrai, mais c'est lié à la popularité du football et du rugby. Je pense, mais si tout d'un coup le rugby devenait aussi populaire que le football, je pense qu'il y aurait exactement le même processus.
Le cyclisme, c'est un sport ancien, en fait. Ça a été populaire au début du XXe siècle, et puis, en effet, c'est tombé un petit peu en désuétude. Après, je pense que les histoires de dopage, les histoires de... Bon, ça aide pas non plus à, comment dire, à la popularité du sport, mais pour le coup, c'était un sport très populaire en France et en Italie avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Non, mais en fait, de toute façon, je pense qu'en dehors du foot, les droits de retransmission sont ridicules. Même le foot féminin, quand vous pensez que Canal+ paye simplement 1 million d'euros pour diffuser tout le championnat, alors que pour le football masculin, c'est 700 fois plus. Donc, voilà. Est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui, indépendamment des joueurs qui jouent, bénéficient ou participent à l'économie générale du football? Je pense à la comparaison qu'on peut faire dans l'agriculture entre les 150 000 agriculteurs exploitants et toute l'économie agricole, etc. Alors moi, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en effet, il y a forcément plein d'effets indirects. Mais en termes d'emploi, non, je ne sais pas du tout. Est-ce que, quand vous parliez du recrutement tout à l'heure, vous avez montré des biais manifestes qui du coup sont dans la tête des scouts et des recruteurs, je suppose. Est-ce que ces études, elles mènent à un investissement supplémentaire chez les recruteurs ou chez les scouts pour essayer de trouver des manières d'effacer ces biais? Si on, par exemple, au 4e trimestre 97, il y a plein de joueurs qu'on a manqué et c'est fort dommage. Et deuxième question petite, vous parliez de ce joueur-là qui avait signé un contrat pro et qui n'avait pas joué un match. Ces joueurs-là, qui jouent très peu de matchs et qui sont là que pendant un an sur un contrat pro, combien ils sont payés en France à peu près, par exemple? Alors, sur l'histoire du recrutement, oui, en effet, parce que cette histoire d'effet d'âge relatif, maintenant, il est très connu. Et donc, il y a des pays, alors je pense à l'Angleterre. Donc, en fait, en Angleterre, c'est du 1er septembre au 31 août. Donc, eux, en fait, leurs footballeurs, ils sont nés septembre, octobre, novembre. Et en France, d'ailleurs, jusqu'au milieu des années 90, c'était du 1er septembre au 31 août aussi. Et donc, on a pu comparer, en effet, que quand il y a eu le changement, en fait, la probabilité a changé. Donc, avant, moi, ma génération, il fallait mieux être né au mois de septembre, octobre, du moins, c'était, oui, septembre, octobre, novembre. Et maintenant, il faut mieux être né au mois de janvier, février. Et la fédération anglaise, notamment, alors, à cause de ce fait et la concurrence des joueurs étrangers, en effet, à chercher les moyens de contrer un petit peu cet effet d'âge relatif. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de faire jouer les joueurs, non pas en fonction de l'âge, mais en fonction de leur capacité physique. Et donc, au lieu, par exemple, si vous êtes en U13, si vous êtes un peu plus grand que la moyenne, vous allez jouer dans la catégorie au-dessus et tout. Donc, ils essayent d'atténuer ce genre de choses, en effet. Et la deuxième question, c'est... Ah oui, non. En fait, hein, le salaire médian en France, c'est 40 000 euros. 40 000 euros par mois. Donc ça paraît beaucoup, hein, parce que c'est le salaire qui coupe la distribution en deux. Donc il y a 50% qui gagnent moins de 40 000 euros. Et... Non, par mois. Non, mais... Et donc... Et 50% qui gagnent plus. Donc, si vous voulez, donc, parmi les 50% qui gagnent le moins, il y a plein de footballeurs qui ont des petits salaires, hein, qui ont des salaires qui oscillent entre 5 000 et puis 15 000 euros. Et ceux qui restent un an, en général... Pardon? Non, mais en fait, ces gens-là, ils ont des carrières très très courtes. Non, mais si vous gagnez 5 000 euros sur un an, et surtout que si vous n'avez pas été, du moins vous n'avez pas fait d'études, vous ne savez pas ce que vous allez devenir parce que vous êtes concentré sur le foot, c'est pas si facile que ça non plus. Donc, alors voilà, ça c'est un jugement de valeur, mais bon, alors, ça c'est vous qui le dites, voilà. Mais en général, il y a une corrélation très forte entre le niveau de salaire et la durée de carrière. Donc voilà, donc. Voilà, après, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais...
Oui, vous avez parlé à plusieurs reprises des règles qui s'appliquent, et notamment pour la redistribution, la répartition de certaines ressources qui permettent, par exemple, aux fameux 15 000 petits clubs de vivre. Là, on est sur quelque chose qui relève de l'intérêt général, de faire vivre ces milliers de petits clubs en France. Ces règles, c'est entre les mains exclusivement de la fédération de football, ou est-ce que il y a des règles qui relèvent du corps législatif, est-ce que le Parlement, par exemple, est-ce que le Parlement, les parlementaires ont les moyens de définir un certain nombre de règles par rapport à ça? Bon, là, je pense qu'en effet, c'est les instances du football, que ce soit la fédération, l'UEFA, la FIFA, qui font ces règles. Après, rien n'empêche, en effet, les politiques de s'emparer de ce sujet et puis de faire des lois législatives. Je voudrais revenir sur les salaires une seconde. Le montant d'un salaire qui peut paraître énorme n'est-il pas à mettre en contraste avec la possible courte carrière d'un joueur qui peut prendre sa retraite à 30 ans après 20 ans d'exercice depuis qu'il est poussin, voire écourter s'il se blesse et que sa carrière est terminée pour blessure? Oui, mais c'est exactement ça. Ouais. Oui, j'ai une question sur les transferts et l'évaluation des joueurs. Est-ce qu'il y a des règles, je veux dire, objectives, reconnues, si je peux dire, sur le marché, ou est-ce que ça se fait de gré à gré entre clubs? Alors, maintenant, il y a des sites qui donnent la valeur des joueurs. Donc, il y en a un site allemand qui s'appelle Transfer Market. Et puis, en effet, où les joueurs sont évalués. Alors, d'après ce que je sais, c'est que ce genre de site, ils évaluent les joueurs, alors soi-disant d'une façon scientifique, mais c'est beaucoup plus avec des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui regardent les joueurs, etc. Et puis maintenant, il y a des logiciels aussi que les clubs de foot utilisent pour justement observer les joueurs et tenter de les valoriser. Ouais. J'ai deux petites questions, plutôt une réflexion. J'aurais aimé qu'on aborde, mais ça me paraît un peu compliqué parce que ça touche le sport en général, plus exactement, mais on n'a pas parlé de la perversion de l'esprit du jeu lié à l'introduction de l'argent dans le sport. Ça, je pense que le football, c'est quand même celui qui focalise le plus ce genre de dérive. Et puis, on n'a pas parlé, je ne sais pas si vous avez étudié un peu ce phénomène qui est peut-être plus spécifique à la France, c'est le recrutement des joueurs africains. Est-ce qu'il y a une économie liée à ce recrutement? Comment ça se passe entre l'Afrique et la France? Est-ce qu'il y a des relations particulières au niveau commercial? Et est-ce que ce sont des joueurs qui sont peut-être finalement meilleur marché que les joueurs formés en France? Bon, alors la première question, elle est un peu compliquée, parce que vous pensez que l'argent a perverti le jeu, c'est ça? Bon, moi je ne pense pas du tout. Donc, regardez. Je l'ai vécu. Pardon? Je l'ai vécu, donc Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez, par exemple, alors, les joueurs aujourd'hui, les clubs aujourd'hui, les meilleures équipes, jouent 10 fois mieux que dans les années 80. C'est-à-dire que le jeu, il n'est pas perverti. Vous pouvez dire, en effet, que l'économie du football a changé, mais si on regarde le jeu est beaucoup plus agréable aujourd'hui et il est beaucoup mieux dans les meilleures équipes avec des gros budgets qu'avec des petits budgets. Vous n'êtes pas d'accord? On parlait des relations entre joueurs, plus exactement. Eh bien alors, prenons les relations avec les joueurs. Donc dans les années 80, en effet, les joueurs bougeaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, en effet, notamment dans les grands clubs. D'accord? C'était simplement le début dans les années 80. Et moi, je trouve que quand on regardait des matchs dans les années 80, il y avait beaucoup plus de violence entre les joueurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils bougent beaucoup, ils se connaissent tous, notamment dans les grandes équipes, parce qu'ils sont tous aussi des internationaux. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect entre les joueurs aujourd'hui que dans les années 80. Il y a beaucoup de caméras aujourd'hui.
Et c'est vrai, il y a beaucoup de caméras, et puis il y a aussi l'évolution en effet des mentalités qui est complètement différente. Moi, je ne suis pas du tout nostalgique du foot des années 80, hein, puisqu'il y avait notamment beaucoup plus de mauvais gestes qu'aujourd'hui. Donc finalement, je ne comprends pas bien votre question. Voilà. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, donc, c'est de quand les cartons rouges et jaunes? 70. Voilà. Il y en avait pas. Ouais. Il y a des règles frustrées, on parle même bien. Oui, on disait les cartons jaunes et les cartons rouges, c'est 1970 l'introduction. Moi, je ne parlais pas forcément de la violence, hein. Je parlais vraiment des relations qui peuvent exister entre un joueur qui est payé 50 fois plus que son partenaire, ça arrive dans certains clubs, Ouais. ou contre un club qui, effectivement, a une masse salariale nettement inférieure aussi, ça peut exacerber certaines... Oui, alors, du moins, moi je pensais que vous parliez du jeu et tout ça, donc je suis pas d'accord. Après, les relations entre les joueurs, si vous voulez, là, moi pour le coup, je les connais pas. Hein. Du moins, j'en connais quelques-uns, mais je suis... Évidemment, il doit y avoir un petit peu de jalousie, mais bon, ça, nous on n'étudie pas ça. Voilà. Et pour les joueurs africains, alors c'est vrai, nous on n'a pas du tout fait d'études là-dessus, mais... après, je vous donne mon sentiment personnel, puisque là, j'ai le droit de donner mon point de vue de citoyen. Moi, j'ai l'impression, mais j'en suis pas sûr, que c'était une période, notamment la fin des années 90, où il y avait beaucoup ce genre de problèmes. Et puis, on a l'impression aujourd'hui que c'est un peu, comment dire, ça s'est un peu tassé, parce qu'en fait, la presse en parle moins. Et moi, j'avais vu, en fait, un papier qui disait que les joueurs africains allaient dans les championnats des pays de l'Est. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais notamment, vous savez, en Roumanie, en Moldavie, dans les coins, en fait, où il y a beaucoup de corruption aussi. Voilà. Et je voulais vous dire un autre truc aussi là-dessus, mais en effet, sur la valeur des joueurs. Alors ça, il y a des études qui montraient, par exemple, il y a quelques années, que, en fait, les joueurs noirs étaient, comment dire, moins payés. Mais maintenant, les études qui sont, comment dire, donc forcément... Ouais, j'imagine, aller recruter en Afrique, c'était à qualité équivalente, évidemment. Hein, et donc c'était mieux pour les clubs, puisque finalement, ils gagnaient un peu plus d'argent. Mais là, les études récentes qui montrent, par exemple, les différences entre ethniques, ça ne marche plus du tout. En fait, il n'y a plus de différence, récemment. Mais ça a existé, en effet. Voilà. Quand on a organisé ce cycle, on n'a pas vraiment regardé le calendrier, mais enfin, il se trouve qu'il y a un événement demain que tout le monde a à l'esprit. Et dans une séance consacrée à l'argent, on n'a pas encore dit le gros mot, Qatar. Et je ne sais pas quelle question vous posez d'ailleurs, parce que est-ce que ça aura une influence, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer, mais est-ce que vous pensez que c'est un tournant, que ça aura une influence sur le foot et l'argent, des choses auxquelles on assiste et dont le public se rend compte? Alors, honnêtement, je ne vais pas faire l'économiste de base en prévoyant des choses que j'en sais rien. En fait, on se trompe tout le temps, de toute façon, donc je ne vais pas prévoir. Non, par contre, je voudrais vous parler, donc je ne vais pas faire de la géopolitique non plus, puisque c'est pas ma spécialité, et puis, bon, je ne voudrais pas rentrer dans tous ces détails, mais en fait, je voudrais juste vous parler des Coupes du Monde. Donc, ce qui se passe au Qatar, en effet, je comprends que ça puisse être choquant hein, d'un point de vue, comment dire, écologique, sociétal, etc. Mais en fait, il faut regarder plutôt, je pense, l'effet bénéfique, entre guillemets. Donc ça veut dire le fait que tout le monde se soit focalisé finalement sur ce pays. Et donc, c'est ça le plus important. Dans l'histoire des Coupes du Monde, ça a toujours été comme ça, en fait. Hein. En 1934, c'est l'Italie fasciste qui a organisé la Coupe du Monde. En 1938, donc c'était en France, alors je vais vous donner une petite anecdote, mais en fait, je crois, le premier match c'était Suisse-Allemagne, et l'Allemagne avait annexé l'Autriche à cette époque. Donc il y avait une partie de l'équipe d'Allemagne, c'était des joueurs autrichiens, et l'équipe d'Autriche dans les années 30, c'est une superbe équipe, la Wunderteam. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au début du match, ils ont fait le salut nazi, l'équipe d'Allemagne, et tout le public s'est retourné, donc c'était en France en 1938, tout le public s'est retourné contre l'équipe d'Allemagne et ils ont fini par perdre, et à cette époque c'était à l'élimination directe, donc ils sont restés qu'un match. Après, je peux vous donner l'exemple aussi de la Coupe du Monde 78 en Argentine. Vous savez, il y avait déjà des joueurs qui voulaient boycotter, notamment Dominique Rocheteau, qui voulait boycotter la Coupe du Monde 78 parce que c'était la dictature. Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, du moins, c'est que
pendant la Coupe du Monde 78 au mois de juin, ça a permis aux opposants au régime de se réunir et de lutter contre le régime. Donc après, voilà, je peux vous donner aussi la stratégie de la FIFA depuis le milieu des années 70. Depuis le milieu des années 70, ils veulent mettre le foot là où il était le moins développé. C'est pour ça qu'il y a eu, la Coupe du Monde aux États-Unis en 94. Ils étaient obligés de créer après le championnat, la MLS, qui n'est pas le premier championnat de football professionnel, mais c'était dans le contrat. Et donc le football aux États-Unis, depuis cette époque, se développe à toute vitesse. Il y a eu aussi en Corée en 2002 et au Japon. Il y a eu en Afrique du Sud en 2010. Donc, il y a eu en Russie en 2018. Et donc, en fait, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer. Je comprends tout à fait les critiques, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des effets bénéfiques pour la société qatarienne. Voilà. Vous présentez la FIFA comme un agent de démocratisation. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je ne veux pas dire ça, parce qu'on sait très bien tous qu'il y a plein de problèmes. Je ne dis pas que c'est pas non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre le processus derrière depuis les années 70. Et en effet, il y a... Voilà. Mais après, en effet... Oui, j'ai encore une question par rapport à un débat qui a été un peu lancé sur la qualité du football. Je ne suis pas assez compétent pour me prononcer là-dessus. Par contre, j'ai l'impression que la tendance à l'inégalité que vous évoquez, ça a aussi des effets, et on voit pourquoi vous préconisez dans votre logique d'Hyperligue, que les championnats nationaux sont moins intéressants, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain va le gagner. Donc, au fond, l'intérêt pour le championnat national diminue. Pour la Ligue des Champions, et effectivement, après, pour ne voir que du super bon football, il fera une hyperlogue, il n'y aura plus que les 10 meilleurs clubs avec les 100 meilleurs joueurs du monde qui joueront. Donc là, on a encore pour vous, à vos yeux, plus beau football encore, etc. Qui attirera encore plus d'argent sur ces 10 clubs qui auront été sélectionnés. C'est exactement le contraire du modèle que vous avez évoqué à un moment, du modèle où on donne au club qui serait 20e de la 18 maintenant, 18e de la division 1, la possibilité de recruter les meilleurs joueurs de façon à avoir un rééquilibrage du championnat de France. Qui serait une perspective un peu plus intéressante, parce que dans une certaine mesure, après, c'est une fuite en avant, cette inégalité. Une fuite en avant jusqu'à une hyperligue, après une hyperligue. Et je pense que là, le football, ce n'est pas que ça. C'est aussi des clubs dans lesquels il y a des gens dans les stades qui se passionnent pour leur équipe. Donc voilà, voilà, moi j'ai un peu peur de ce système comme ça. Je me demande si le contre-système que vous avez vous-même évoqué dans certains sports, où on renforce les équipes justement un peu dernières, on trouve un système de façon à ce que le championnat national soit plus équilibré. Parce que là, le championnat de France, personnellement, moi, il m'intéresse beaucoup moins qu'il y a 30 ans. C'est vrai que je m'intéresse plus à la Ligue des Champions. Mais ça m'embête aussi. Parce que, voilà. Et après, on va me dire, intéressez-vous à cette hyperligue où il y aura les 10 meilleurs clubs du monde. Non, voilà, ça me pose des problèmes sur ce qu'est le football. Oui, je comprends. C'est pour ça que, en fait, cette histoire de Super League et de championnat domestique, en fait, il faut trouver un équilibre entre peut-être la création de cette Super League sous l'égide justement très importante de l'UEFA et puis le maintien des championnats nationaux. C'est pour ça qu'à un moment dans le bouquin, quand on parle de Super League, on se dit peut-être une Super League pas tout à fait fermée, avec quand même des équipes qui peuvent l'intégrer à un moment donné. Mais voilà, finalement, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, c'est tout un équilibre à trouver, mais voilà, qui est quand même important à réfléchir, parce que quand vous regardez les championnats, les 5 grands championnats, si vous voulez, quand vous regardez sur les 10 dernières années, les équipes qui les remportent, c'est toujours les mêmes, quel que soit le voilà. Donc il y a aussi peut-être, alors même si l'intérêt pour le foot
même si la probabilité de victoire elle est toujours très forte pour le PSG, ça n'empêche pas que les gens aiment regarder le PSG quand même. Vous voyez, c'est pas comme les autres sports en fait. Le foot, ça déchaîne d'autres passions, il y a d'autres sorts que finalement l'incertitude. Du moins, même si c'est très fort. Donc, vous voyez. Et en fait, quand on a fait une étude sur les supporters, les supporters, ils veulent voir une équipe qui joue bien au foot, ils veulent voir leur équipe gagner, et quelle que soit en fait la domination d'une équipe, quoi, en fait. Regardez, en Allemagne, c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent et les stades sont remplis à ras-bord. En Angleterre, bon, il y a un peu plus de concurrence entre 3-4 équipes, mais les stades sont remplis. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver, encore une fois, c'est toujours pareil. On peut libéraliser, mais il faut quand même derrière bien légiférer pour ne pas faire n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce qu'on a envie, du moins ce qu'on dit dans le livre. Là. Il y a une croissance des inégalités, il y a le foot qui change, il y a un peu plus d'argent d'année en année, et donc il faut à la fois, il faut l'accepter et puis, comment dire, contrôler, quoi, en fait. Voilà, réguler. Oui, alors moi je voudrais revenir sur la question de la perversion par l'argent et puis la question du foot comme pratique populaire, avec ce que vous avez dit, avec les questions qui ont été posées. Vous avez quand même dit, je crois, que par exemple dès 13 ans, il y avait des choix qui étaient faits en fonction des potentiels transferts futurs, si j'ai bien compris. Donc ça rejoint un peu la question qui avait été posée sur la manière dont les clubs, y compris les petits clubs, la multitude de petits clubs, finalement envisage le foot maintenant, parce que si on se dit, s'il commence, j'imagine que les présidents doivent penser, ou les présidents, je ne sais pas, les entraîneurs doivent penser, à 12 ans, il est rapide, il est physique, donc il peut être recruté dans le club local, donc il y aura un potentiel transfert, etc. etc. Donc moi, il me semble que ça joue quand même, cette question de l'argent, sur la pratique populaire dans le petit club du foot. Voilà. Et la deuxième chose, ça c'est juste un petit peu du poil à gratter, ça va peut-être changer la société qatarienne, mais peut-être pas ceux qui travaillent pour le Qatar. Voilà. Oui, non, mais après, là je suis d'accord avec vous. Hein, donc, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que finalement, voilà, toutes ces histoires de boycott, ça se discute parce que voilà, bon, ne rentrons pas dans ce genre de débat. Et alors, non, pour les petits clubs, du moins, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des petits clubs, finalement, ça ne change pas, parce que la plupart des petits clubs, ils ont des joueurs, c'est pour faire jouer les enfants, il n'y a pas de problème. Et après, c'est, en effet, vous avez raison, c'est pour les clubs qui recrutent les meilleurs joueurs du coin. Donc, où les clubs vont chercher. Là, en effet, c'est, comment dire, ces clubs, je pense qu'ils sont un peu pervertis par l'idée de faire signer leurs joueurs dans des centres de formation. Mais après, les centres de formation, ils ne vont pas aller regarder les 15 000 clubs, hein, ils vont toujours au même endroit, et en effet, ils choisissent malheureusement à cause de l'endogamie du football. D'ailleurs, ça me fait penser à une réponse que je voulais donner tout à l'heure. Le même type de joueur, alors, est-ce que... Moi, je pense que quand même, ils ont quand même des stratégies pour, en effet, revendre les joueurs. Là, je crois que cette année, le nombre de joueurs vendus à l'étranger, c'est les Français. Ils ont dépassé le Brésil. Donc, vous savez, à l'international. Et voilà. Et alors, pour les éducateurs, justement, ça me fait penser à une question qui m'avait été posée tout à l'heure. Voilà. En effet, les éducateurs, dans les clubs qui sont susceptibles de faire signer des accords de non-sollicitation aux clubs professionnels, donc les clubs un peu phares de la région, en effet, ont un rôle très important à jouer, et notamment, du moins vis-à-vis de leur propre capacité d'éducateur. Et donc c'est pour ça qu'il y a des pays maintenant, pour éviter en effet cette perversion, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent les éducateurs de catégorie d'une année sur l'autre. Voilà. Et donc ça permet de voir toutes les catégories et pas d'avoir toujours les mêmes éducateurs qui sont par exemple en U13, s'il y a un truc charnière, pour justement les clubs professionnels et finalement aussi rentrer dans un système peut-être un petit peu de contrat avec les clubs professionnels, etc. Et alors je reviens juste sur le recrutement des clubs professionnels. En France,
quand vous allez sur les terrains de foot, vous voyez par exemple les scouts des clubs, ils ont tous la même idée du foot. Donc ça aussi, ça pose un problème, hein, parce qu'on pourrait se dire, en effet, la France est un grand pays formateur, mais si ils recrutaient un petit peu mieux, puisqu'on n'a pas de contrefactuel, parce qu'on ne sait pas comment ça se passerait si il y avait d'autres modes de recrutement, finalement, ça pose un problème sur le niveau de jeu, même si je trouve que le niveau de jeu, il a grandi. Et en Angleterre, ce qu'ils font pour recruter les jeunes joueurs, c'est qu'ils prennent un panel de personnes avec des idées complètement différentes, pas forcément des gens qui sont spécialistes du foot, et puis ils vont voir les joueurs, et puis chacun donne son avis. En France, c'est pas du tout ça. Quand vous êtes dans un club de foot, ou si vous n'avez jamais joué au foot, on ne vous écoute pas, si vous n'avez pas été footballeur professionnel, on ne vous écoute pas, etc. Donc il y a un problème culturel aussi en France lié au foot, voilà, sur le recrutement, qu'il faudrait changer à mon avis. Je pense qu'il y a deux cultures. Il y a celle, ce matin on a dit, il y a celle du sport populaire et comment il doit évoluer avec les contraintes de l'argent, parce que c'est beaucoup. Et puis il y a l'économie du foot, c'est en fait l'économie pure, sinon financière d'ailleurs. Et moi je m'interroge parce que je me dis, on est dans un système extrêmement libéral de l'économie mondiale, et dans le même temps le foot qui veut s'inscrire dans ce système-là pose quand même des petites contraintes, les financiers. Donc je pense qu'il y a un mot qui n'a pas été dit, c'est le Qatar, mais il y a un mot qui n'a pas été dit, c'est l'hypocrisie totale du football français. Alors, comment on répond Non, alors, je vais répondre sur la mondialisation avec une petite anecdote. Vous voyez, les États-Unis, c'est considéré comme un pays libéral, depuis très longtemps. Et bien, quand vous regardez le système de ces réglementaires de ces ligues sportives, c'est le système soviétique. Tout est réglementé. Donc, finalement, ce que vous dites, c'est qu'en effet, on a toujours l'impression que le sport va s'intégrer dans un système de mondialisation très fort, mais on peut tout à fait imaginer que, voilà, à un moment donné, on réglemente. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut accepter en effet la société, du moins moi je pense qu'il faut accepter finalement la société dans laquelle on vit, avec ses défauts, mais réguler fortement pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et c'est ça en fait, voilà. Donc c'est important la régulation. Oui, mais non, mais après, je dis pas que c'est facile, hein. Je dis simplement que voilà, vous c'est visiblement vous tenez au sport populaire, vous êtes la mondialisation vous gêne. Mais voilà, ce que je comprends tout à fait, hein, c'est pas, mais voilà, c'est aussi une réalité économique en dehors du foot. Donc, ce qui est important, c'est d'accepter, du moins, ou de ne pas accepter, j'en sais rien, de prendre en compte les faits pour pouvoir réglementer au mieux, quoi, en fait, voilà. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Alors moi, je vais être aussi un peu poil à gratter, aller un peu plus loin que ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez toujours employé le terme, et c'est certainement le terme consacré, de « on vend des joueurs ». Donc là, je suis un peu étonnée parce que quand j'entends on vend des joueurs, on vend aussi des êtres humains. Et là, ça me fait bizarre, quoi. Alors, est-ce que c'est le contrat qu'on vend, ou est-ce que c'est... ça me fait là, ça me fait un peu bizarre. Voilà, c'est pour ça. Oui, non, mais en fait, on vend. Non, mais c'est vrai, en fait, j'avais jamais réalisé à quel point on disait on vend des joueurs comme ça. Mais en effet, oui, voilà, c'est des échanges de contrats, quoi, en fait. Voilà. Oui, dis-moi. C'est en fait les joueurs sur lesquels il y a des transferts, c'est des joueurs qui sont en cours de contrat. Donc voilà, parce que sinon, quand ils sont libres, il n'y a pas de transaction. Du moins, il y a des transactions, mais il n'y a pas de montant. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord. Je dirais plus on vend maintenant. Ce qui m'intéresserait, c'est de connaître la nature exacte du contrat qu'on fait signer aux gamins de 13 ans. Ah, les ANS? Ouais, les accords de non-sollicitation. Bah, c'est simplement un accord entre le centre de formation et puis la famille du joueur qui fait que, donc en seconde, quand il a 15-16 ans, il va dans le centre de formation qui lui a signé l'accord de non-sollicitation.
Ça veut dire que c'est en fait un accord de non-concurrence avec les autres centres de formation. Voilà. Oui, merci pour cette excellente exposition. Je ne l'avais pas vu. Ce que je voulais dire, c'est que tu décris quelque chose qui change extrêmement vite, enfin qui a changé extrêmement vite dans les dernières années et qui va probablement continuer à changer. Et on a l'impression que tu regardes ça, tu reconnais ce à quoi tu as joué quand tu étais petit et puis quand tu étais plus grand, et tu dis c'est le foot, c'est le foot. Mais en fait, je trouve que la chose dont on est en train de parler change vraiment très vite et même change de nature. Et quand on compare, et d'ailleurs c'est pas étonnant puisque le foot n'a pas existé de toute éternité, il est apparu relativement récemment, d'accord, avec une espèce d'idéologie, des espèces d'idées, avant même que, en dehors de son existence réelle, c'était une espèce de philosophie, le fair play, le sport, le développement par le sport, et on peut en rajouter un sport populaire, etc., etc. Donc il y a tout plein d'idées qui sont toujours présentes d'ailleurs dans la tête des gens, par exemple dans ce qu'on a entendu ici, et honnêtement ça change vraiment. C'est-à-dire que par exemple moi je pense que les gens qui ont créé le foot ou les éducateurs auxquels je pense peut-être dans les années 40, dans le foot qui se développe un petit peu en France, quand on leur dit que les gens vont applaudir parce que quelqu'un met un but de la main, ils disent mais non, mais ça c'est pas le foot. Donc les choses changent et le foot qui était une activité locale dans les champs pour les enfants et les jeunes devient un spectacle général et donc il faudrait le considérer, on pourrait se poser la question où est-ce que ça va, parce que ça va encore changer encore plus, comme tu es en train de le démontrer, en fait, tu décris ça, et donc il me semble que ce sera assez raisonnable, puisqu'on va devoir réguler tout plein de choses, de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut en faire, de quoi on parle vraiment. Sinon, on va en être réduit à constater ce que certains appelleront les dérives, d'autres les améliorations, mais à constater ce qui se passe. Donc il me semble que, sans revenir à Coubertin, eh ben, il faudrait un peu qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça doit être les sports comme ça, de masse, télévisés, qu'est-ce qu'on veut que ce soit? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que finalement, en effet, on est en train de dire que ça change énormément, que peut-être que ça va devenir un petit peu, ou ça devient pour certains hors de contrôle. C'est pour ça que derrière, on pense qu'il faut complètement... Mais bon, après, je reviens juste sur l'histoire du foot. Tu sais, dans les public schools entre 1820 et 1860, je ne suis pas sûr que c'était gentil comme sport. Au contraire, hein, c'était d'une violence phénoménale. Et c'est justement les règles de tous les sports qui ont, engendré finalement ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors certains vont dire le monstre, j'en sais rien, mais c'est justement l'introduction aux règles qui a fait que tout s'est développé à la fin du 19e siècle. Tout à fait. Voilà. Oui, ce qui est frappant justement, c'est que c'est des idées qui gouvernent les choses, même si elles sont fausses. C'est-à-dire qu'on peut développer une espèce de philosophie du fair play, alors que justement on n'est pas en face du fair play. Exactement. Voilà. Ouais. Alors moi j'aurais encore deux questions. Vous n'avez pas du tout parlé des arbitres. Est-ce que ça rentre, qu'est-ce qui se passe pour le salaire des arbitres? Est-ce qu'ils sont, voilà, moi c'était juste une question, peut-être c'est pas votre sujet, mais c'est une question que je me pose parce que l'arbitre joue aussi un rôle. Et puis la deuxième question, qui est une question parce que je ne connais rien. Ce qu'on appelle le foot business, ça concerne que les grands championnats, c'est quoi exactement? Bon, alors sur les arbitres, c'est vrai qu'on n'a pas étudié les arbitres, mais dans les années 2010, en France, ça a changé puisqu'ils sont passés en gros d'amateurs à professionnels. Donc, bon, ça, on l'a suivi avec l'actualité, mais en effet, après, je ne peux pas vous dire... puisqu'on n'a pas du tout travaillé sur les arbitres. Voilà. Mais en tout cas, en effet, le statut a changé récemment et maintenant, bon, il y a toujours eu des commissions d'arbitrage, etc. Mais là, c'est vraiment, ils font leur métier à temps plein, quoi, en fait. Ouais. Ils sont payés aussi cher que les hommes. Pardon? Les femmes sont payées aussi cher que les hommes. Oui,
Ouais. La formation des arbitres? Alors la formation des arbitres, moi je connais pas bien, mais comment dire, c'est pareil, elle se fait vraiment chez les jeunes aussi. Il y a... Ah, bah, non, pas forcément. Non, non. Et oui, alors sur le business, oui, c'est comme je disais, les 5 grands championnats sur les 211 fédérations, c'est vraiment eux qui concentrent l'ensemble, quasi du moins la plupart de l'argent. Là, moi, j'ai repensé à ça. Il y avait une stat qui était sortie, je crois qu'elle est assez vieille, mais en 2017, mais qui doit être toujours d'actualité dans le monde entier. Il y a 50% des footballeurs qui gagnent moins de 1000 $, du moins des footballeurs professionnels, hein, qui gagnent moins de 1000 $ par mois. Donc vous voyez, dans les autres pays, d'ailleurs on n'entend jamais parler je sais pas, vous entendiez parler du championnat roumain? Non, en fait, et comme je donnais les chiffres, c'est vraiment 65% du budget des 55 fédérations de l'UEFA, le Big Five. Et donc, comme il y a aussi beaucoup moins d'argent, du moins, à part un peu aux États-Unis, mais pour d'autres sports, même si le foot commence vraiment à croître énormément, un peu en Asie, en effet, avec les championnats qui augmentent, mais les sommes sont... Au Brésil, en effet, il y a des pays d'Amérique du Sud aussi où il y a un petit peu d'argent, mais eux, ils vendent surtout leurs joueurs, les Brésiliens. Ils vendent les contrats. Ah oui, c'est vrai. Je suis incorrigible. Alors non, c'est pas ça. Une dernière question, peut-être. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant.